Guten Abend von Straßburg. Ich habe einen speziellen Gast, das ist Sophie Infeld. Sophie Infeld ist Vizepräsidentin von der Fraktion von der Allianz von den Liberalen und Demokraten an Europa. Sie hat trotz ihrem jungen Alter eine relativ solide Experience als europäische Politikerin. Sie hat am Europäischen Parlament gelauscht, respektiert, und dafür meine ich, doch gut, wenn wir es könnten. Ein paar Minuten mit ihr erhalten. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Tu viens d'un pays qui a mis longtemps à former un gouvernement. Pourquoi est-ce que ça dure si longtemps? Parce qu'il y avait, on peut dire, il y avait une double négociation. On a commencé à négocier avec les Verts, puis ils ont quitté la table de négociation. On a dû recommencer, mais finalement on a un accord de coalition avec 4 partis. Et bon, on a mis du temps, mais je crois que j'ai confiance en la coalition actuelle. Il y a un an, on se disait, quand les élections aux États-Unis seront terminées, après les élections néerlandaises, après les élections françaises, après les élections allemandes, tout ira bien. On aura une plage devant nous pour réorganiser l'Union européenne et pour lui donner une nouvelle impulsion. Or, maintenant, on voit que la formation du gouvernement en Allemagne traîne. Et on n'est plus seulement dépendant des élections nationales, mais maintenant on dépend de l'issue de l'élection régionale en Bavière. Combien de temps est-ce qu'on va encore se laisser interférer dans l'agenda politique par ces gouvernements régionaux? Oui, mais d'un côté je dis on ne peut pas avancer comme ça, on ne peut pas se faire prendre en otage par un pays ou l'autre, ou les élections régionales ou je ne sais pas quoi. Donc cette tradition de toujours attendre les résultats d'une élection quelque part, ça nous freine, ça nous paralyse. D'autre côté, ça fait aussi partie de la réalité européenne et ça fait que, comment dire, c'est peut-être lent le processus, mais ça fonctionne finalement. C'est un peu notre façon de faire les choses. Mais une chose est claire pour moi, que la méthode intergouvernementale est terminée, ne fonctionne plus. Cette méthode est morte parce que elle n'est pas, comment dire, ça ne fonctionne pas dans le monde actuel. Peut-être il y a 60 ans pour une union de 6 pays, mais pas dans le monde actuel avec les défis de la migration, le terrorisme, la mondialisation, le changement de climat. Tout ça, ça demande des réponses politiques. Tandis que la méthode intergouvernementale, c'est surtout pour des réponses technocrates, bureaucratiques. Tu as entendu le discours de Jean-Claude Juncker il y a 2 mois sur l'avenir de l'Europe. Tu peux le commenter en 2 mots? Il a toujours dit que sa commission est une commission politique. Je suis d'accord, on a besoin d'une commission politique, mais à mon avis, elle devrait être encore plus politique et surtout plus indépendante des États membres. Quand j'entends la Commission dire, par exemple, on voudrait présenter une telle proposition législative, mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'appui des États membres. Écoute, la Commission a sa propre responsabilité et c'est aussi une question de leadership, de montrer la direction aux gens, parce que c'est comme ça qu'on donne confiance. Quand on a confiance en soi, c'est comme ça qu'on peut demander également la confiance des citoyens. Mais dans les grandes lignes, laisser derrière nous les divisions nord-sud et est-ouest, c'est quand même l'un des soucis majeurs dans ce discours et je crois que de ce point de vue... Mais là je suis complètement d'accord avec lui parce que je crois que ces divisions sont un peu artificielles. On parle par exemple toujours des jeunes démocraties dans l'Est de l'Europe. Je suis désolée, ça veut dire quoi? Ce sont des démocraties depuis 25 ans, peut-être plus. On ne dit jamais les jeunes démocraties dans le sud de l'Europe. On est l'Union européenne. Il y a des différences nationales, il y a des différences politiques, il y a des différences, je ne sais pas quoi, entre les générations. Donc on ne peut pas dire que l'Europe est divisée en 2 ou en 3. Mais j'hésiterais quand même à comparer la génération des dirigeants actuels en Pologne avec celle qui l'a précédée. Les Gierymek, les Mazowiecki, ils ont passé des années en prison, Lech Walesa, lutter pour la liberté.
c'était quand même un autre entrain européen. Oui, mais on ne peut pas dire que la situation actuelle en Pologne, en Hongrie également, mais aussi dans d'autres pays, ça n'a rien à voir avec, disons, leur histoire démocratique ou pas. Parce qu'il y a d'autres pays, la France par exemple, où il y a l'état d'urgence depuis 2 ans maintenant, et le gouvernement est en train de transformer cette situation en une situation permanente. Donc il y a d'autres pays qui sont des démocraties depuis longtemps, où on voit des développements effrayants, très très inquiétants. Les libertés qui sont restreintes, l'état de droit qui est sous pression. On voit même le gouvernement britannique, par exemple, ils ont une démocratie depuis des siècles, qui cherche à restreindre la liberté de presse, la libre expression, par exemple, des universitaires, des journalistes, mais même des députés ici au Parlement européen. C'est le gouvernement qui a demandé aux groupes politiques ici d'imposer des sanctions aux députés européens qui n'ont pas voté selon la ligne du gouvernement britannique. Mais c'est dingue. Voilà, ça. je te vois venir et je voudrais expliquer à nos spectateurs que Sophie In 't Veld est l'une des grandes défenderesses des libertés publiques en Europe. De ton point de vue, où sont-elles menacées et qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir le respect? Mais je crois qu'il y a des pressions et des menaces un peu partout. Il y a des pays où les menaces sont vraiment de nature systématique, comme en Hongrie et en Pologne, par exemple. Mais on a vu qu'il y a des problèmes très très graves et profonds à Malte également. Mais on voit un peu le même développement partout, aussi en dehors de l'Europe. Donc ce que nous, on a proposé, c'est un pacte pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Et ce pacte consiste d'une sorte de procédure annuelle où on fait l'évaluation de chaque État membre et l'état disons, des libertés publiques, la liberté de presse, égalité hommes-femmes, l'indépendance des juges, etc. Donc parce que maintenant on a tendance à intervenir quand il y a des incidents ou des crises, et on vise un pays ou l'autre, mais ce serait beaucoup mieux et plus crédible de faire cette analyse annuellement de chaque État membre. Il y a quand même des atteintes extrêmement inquiétantes et graves au fonctionnement de l'état de droit dans l'Union européenne. Les attaques aux valeurs fondamentales qui sont les nôtres ne cessent de se multiplier. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose dans le système? Et j'ajouterai une question corollaire à celle-ci. N'es-tu pas d'avis qu'on devrait renoncer à tout élargissement avant de nous avoir doté d'un mécanisme susceptible de faire respecter les droits fondamentaux et de faire rentrer dans le rang ceux des États défaillants? Parce que sinon, on risque d'élargir à 29, 30, 32, 35 le nombre de pays. Pour moi, les deux questions ne sont pas liées. On ne peut pas dire qu'il y a des pays qui sont moins démocratiques que d'autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Avec 27, 28, 29, 30 ou 25, on a besoin d'un tel mécanisme qui couvre tous les États membres. Oui. Donc, et je crois, parce que je suis quand même optimiste, je crois qu'on va créer ce mécanisme. La Commission a déjà... Parce qu'initialement, la Commission n'avait pas vraiment envie... Oui, mais on se heurte toujours à l'unanimité. Si on devait condamner la Pologne pour agissement... Oui, mais ça, c'est quand on arrive au point de vraiment des sanctions. Mais pour y arriver, je crois qu'il faut ce mécanisme, parce que ce mécanisme donne une bonne justification pour imposer des sanctions. Parce que maintenant, le gouvernement polonais nous dit, écoutez, vous êtes partisans, c'est pas juste, parce qu'il y en a d'autres qui font la même chose, pourquoi vous nous visez pour des raisons politiques. Et malheureusement, ils ont un peu... C'est pas une circonstance atténuante pour continuer à le faire. Non, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'on leur donne un prétexte pour ne pas répondre à nos soucis. Parce qu'ils disent, mais pourquoi nous uniquement parce que le parti du gouvernement polonais ne fait pas partie de la famille politique des chrétiens-démocrates. Tandis que Orbán, par exemple, le Premier ministre de Hongrie, a la protection de cette famille politique. Donc, pour supérer ce prétexte, il nous faut
ce pacte, ce mécanisme qui couvre tous les États membres. Mais moi, je vois 3 grands problèmes. Un problème, c'est la lutte contre le terrorisme qui a justifié toute une série de mesures qui ne sont vraiment pas, qui ne respectent pas l'état de droit et les droits fondamentaux. Ils sont ni proportionnels et très souvent, comment dire, ça va au-delà de ce qui est nécessaire. Deuxièmement, je vois une vague de partis populistes identitaires, nationalistes, mais qui ont également un agenda très cohérent qui inclut également l'homophobie, le sexisme. Ils sont contre le pluralisme, contre la démocratie parlementaire. Et ils n'ont pas la majorité, mais ils parlent à très haute voix. Et donc le troisième problème, c'est que nous, on répond avec une voix très faible. Parce qu'on ne défend pas assez vigoureusement nos valeurs partagées. Les valeurs partagées de l'Union européenne se trouvent dans l'article 2 des traités. C'est l'article le plus important du traité. Et tu vas me dire, mais non, je suis d'accord avec l'article 1, mais l'article 1 dit bonjour tout le monde, et puis il y a l'article 2. Et après ça, il y a tout le reste, il y a la politique de l'agriculture et les marchés intérieurs, Mais l'article 2, ça c'est vraiment l'article clé de l'intégration européenne. Et il nous faut absolument ce mécanisme pour protéger et promouvoir les valeurs incluses dans l'article 2. Parce que c'est ça ce qui nous lie, c'est ça le noyau dur de notre identité commune. Donc il faut veiller à ce que ces dispositions fondamentales soient respectées. C'est la raison pour laquelle je disais, faisons d'abord de l'ordre dans notre propre boutique avant de l'élargir. Mais enfin, je crois que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous arrivons au terme d'une discussion extrêmement intéressante, passionnante. On pourrait la prolonger pendant des heures et des heures. Voilà, je viens de vous présenter une interlocutrice multilingue qui parle l'anglais, le néerlandais, l'allemand avec la même aisance que sa propre langue maternelle. Et voilà, nous avons eu la chance de passer un moment très fort avec Sophie Infeld. En zonnige geen loven, dan bis nächste keer.